Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Géopolitis consacrée à l'argent sale. Des faux masques et faux médicaments au trafic de drogue en passant par l'évasion fiscale, la finance criminelle prospère sur fond de pandémie. Les crypto-monnaies comme le bitcoin utilisées dans des escroqueries ou des rançonnages, un phénomène délictueux encore limité. Lutter contre l'argent sale est l'une des priorités de l'Union européenne et de l'OCDE, mais les résultats tardent à venir. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. 427 milliards de dollars soustraits chaque année à l'impôt par les sociétés et les particuliers dans le monde, soit plus de la moitié du PIB suisse. Autre chiffre, de 1600 à 4000 milliards de dollars d'argent blanchi, soit 2 à 5% du PIB mondial selon l'ONU. Une fourchette large qui montre la difficulté d'appréhender l'ampleur du problème. La finance criminelle et celle qui se pare de légalité sous couvert d'optimisation fiscale pèsent d'un poids considérable sur les services de santé et autres services publics, appauvrissant les pays les plus pauvres, mais aussi les pays développés, déjà fragilisés par le Covid. C'est la corruption qui en est le noyau dur, comme nous le verrons avec notre invitée Sylvie Matelli, auteure d'un livre sur l'argent sale. De l'argent sale dissimulé dans les paradis fiscaux, dont la liste varie selon l'organisme qui l'établit et dont certains avaient un peu vite annoncé la disparition. Il n'y a plus de paradis fiscaux et à Pittsburgh, l'un des enjeux, c'est que dès le premier trimestre de l'année prochaine, des sanctions soient appliquées sur des places, sur des pays qui ne respecteraient pas les règles en la matière. En juillet, l'Union européenne a annoncé la création d'une agence anti-blanchiment, visant entre autres les paradis fiscaux, preuve que le problème persiste. Mais ce sont plutôt les enquêtes journalistiques, comme celle des Panama Papers en 2016, suivies d'autres révélations chocs, qui ont permis la prise de conscience de la société civile. L'argent sale, une pieuvre dont les tentacules sont partout, ont fait tomber les masques avec Elsa Anguinolfi. Ces masques sont des contrefaçons. Les autorités américaines en ont saisi plus de 11 millions au début de l'année, des stocks notamment destinés à des hôpitaux. C'est très dangereux, ça donne un faux sentiment de sécurité à nos intervenants en première ligne. Faux médicaments, faux vaccins, la pandémie a accéléré le très lucratif business des contrefaçons médicales. Mais plus globalement, le marché du faux touche tous les domaines de l'économie, de l'industrie à la mode, en passant par les produits du tabac. La contrefaçon générerait chaque année entre 923 et 1130 milliards de dollars, selon le think tank américain Global Financial Integrity, loin devant les revenus issus du trafic de drogue ou du trafic d'êtres humains. Des sommes faramineuses d'argent sale qui enrichissent le crime organisé, mais financent aussi des guerres ou des actes terroristes. En Afghanistan, les talibans ont notamment profité des revenus de l'opium pour mener leurs 20 ans de guérilla. Au niveau international, l'argent sale issu du crime, de la corruption ou encore de la fraude fiscale nourrit des mécanismes complexes de blanchiment, profitant d'institutions ou de juridictions peu regardantes. En septembre 2020, le Consortium international des journalistes d'investigation dénonçait les lacunes de 5 grandes banques dans la lutte contre le blanchiment, dont HSBC et JP Morgan. Plus récemment, le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riyad Salamé, s'est retrouvé sous le coup d'une enquête pour blanchiment aux côtés de son frère, suite à la découverte de transferts de fonds suspects réalisés sur des comptes suisses grâce à des sociétés domiciliées aux îles Vierges britanniques et au Panama. 3 territoires considérés comme des paradis fiscaux selon la liste de 58 États établie par l'ONG Oxfam. Une liste bien plus fournie que la liste noire de l'Union européenne qui compte une dizaine de territoires ou que la liste de l'OCDE qui identifie 5 juridictions non conformes en matière de transparence fiscale. Les paradis fiscaux attirent l'argent issu d'infractions, mais aussi celui de particuliers et d'entreprises qui veulent minorer leurs impôts grâce à l'optimisation fiscale, une pratique, elle, légale. I plead not guilty. En mai dernier, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma se retrouve devant la justice.
accusé d'avoir accepté des pots de vin en marge d'un contrat d'armement. Un scandale de corruption au sommet de l'État, tout comme en Corée du Sud. Destituée en 2017, l'ancienne présidente Park Geun-hye a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir reçu ou sollicité des dizaines de millions de dollars de pots de vin. Si la corruption existe partout sur la planète à des degrés divers, elle touche surtout des États fragilisés ou en guerre, avec en bas du classement la Syrie, le Soudan du Sud et la Somalie. 3 pays qui connaissent ou ont connu récemment de longs conflits. Bonjour Sylvie Matelli. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'IRIS. On vous retrouve ici au Géopolitique de Nantes que vous organisez chaque année. Vous êtes économiste, vous avez publié un livre sur l'argent sale avec Carole Gomez. Alors, on vient de le voir, hein, la corruption, elle est au centre de tout. La corruption, c'est ce qui permet tout. Et à la fois, c'est parce que cette corruption a permis un certain nombre d'actes criminels, en fait, d'actes illégaux, qu'elle est aussi entretenue. Donc on est dans une sorte de cercle vertueux ou cercle vicieux, suivant de quel point de vue on se positionne. Par exemple, sans les paradis fiscaux, la corruption est beaucoup plus compliquée, parce que quand vous voulez corrompre quelqu'un, bien, il faut bien que l'argent passe discrètement par une place financière, et les paradis fiscaux sont idéaux pour ça. Et à l'inverse, sans corruption, vous ne pouvez pas imaginer récupérer de l'argent, obtenir des avantages et autres. Et donc, bien évidemment, tout dépend de là. Toute la criminalité, toute cette face sombre de la mondialisation dépend de la corruption. Oui, c'est ça. Vous développez cette idée que dans la finance criminelle, il faut prendre l'argent sale dans sa globalité. Finalement, tout est lié, hein, c'est ça. On ne peut pas exclure un des aspects par rapport à l'autre. Oui, et il y a 2 éléments qui sont probablement à prendre en compte. Le premier élément, c'est cette corruption qui est au cœur de tout. Un trafiquant de drogue ne peut pas passer les frontières sans corrompre à un moment donné. Donc ça, c'est fondamental. Et surtout, c'est complètement lié à ce qu'on minimise souvent dans nos pays riches, c'est-à-dire ces paradis fiscaux. Et au fond, sans ces paradis fiscaux, il ne peut rien se passer. Et quelque part, j'assimile souvent ces paradis fiscaux à une rupture du contrat social tel que décrit par Rousseau, et donc menaçant directement nos démocraties. Alors ça, c'est à moyen terme. À très court terme, cette corruption, cette évasion fiscale, toute cette face sombre de la mondialisation menace directement et pénalise directement le développement des pays les plus pauvres. Vous parlez de mondialisation. Sans mondialisation, finalement, il n'y a pas de finance criminelle ? Non, la finance criminelle a toujours existé, la criminalité en général a toujours existé, et comme l'argent a toujours existé et que l'humain, de par sa nature, a toujours adoré accumuler de la richesse et de l'argent, ça a toujours existé. Mais il est bien évident que la mondialisation, parce que les technologies de l'information et de la communication, qui permettent de communiquer instantanément à 2000 km de distance, mais aussi les transports, la multiplication des flux commerciaux, des flux physiques et des flux d'informations, finalement, ont grandement facilité le développement de cette finance criminelle. Et c'est vrai que depuis une 50aine d'années, on observe d'année en année une amplification de cette finance criminelle. Alors, en volume, est-ce qu'on peut chiffrer ce que ça représente, cet argent sale, cette finance délictueuse ? C'est très, très compliqué de chiffrer. L'Union européenne, dans un rapport récent, estimait que ça devait représenter à peu près 1% du PIB mondial. Mais vous avez d'autres analyses, des experts comme Gabriel Zucman ou d'autres, des professeurs d'économie, qui estiment que c'est beaucoup plus important. Et je crois qu'ils vont jusqu'à chiffrer à 10%, voire plus. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont très, très différents. Peut-être un élément qui peut permettre de comprendre l'importance et les conséquences de cette finance criminelle. Pour $1 d'aide accordée à un pays d'Afrique, eh bien, vous avez entre 2 et 10 dollars qui sont investis dans cette finance criminelle, que ce soit la corruption, l'évasion fiscale ou autre. Donc, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont sans commune mesure. C'est des milliards et des milliards qui manquent aux pays africains pour se développer. Et puis, en plus, derrière cette finance criminelle, vous avez de la criminalité organisée. Donc, vous avez des conflits, vous avez des instabilités, vous avez des tas de conséquences négatives. Et les liens, finalement, entre ces différents criminels, puisqu'il faut les appeler comme ça, par exemple, entre le financement du terrorisme et le trafic de drogue, ils sont avérés. Ils sont avérés par plusieurs études et plusieurs investigations. En effet, les terroristes
ils ont en général beaucoup d'armes, ou ils ont besoin de beaucoup d'armes, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les trafiquants de drogue, eux, ils ont beaucoup d'argent, par la force des choses, mais ils ont besoin de se protéger et souvent ils ont assez peu d'armes. Et donc vous avez des liens très étroits qui se construisent entre les trafiquants de drogue et les terroristes et en général entre tous les acteurs de cette criminalité organisée. L'exemple probablement le plus connu parce qu'il a été popularisé par la série sur Netflix Narcos, c'était les liens entre les FARC et le cartel de Medellín. Et puis à un moment donné, ces deux groupes criminels se sont fâchés, ont commencé à se faire la guerre, les FARC commençaient à trafiquer de la drogue directement. Alors, il y a aussi un autre phénomène dont on parle souvent, c'est l'optimisation fiscale. Ça, c'est légal. Mais ça rentre quand même dans ce circuit ? Alors, l'optimisation fiscale, comme vous le dites très bien, n'est pas illégale. Donc, on ne peut pas considérer que c'est de la criminalité. Mais sauf que c'est l'optimisation fiscale qui, se développant ces 20 dernières années, a quand même permis la prospérité des paradis fiscaux. Et à partir du moment où vous avez des paradis fiscaux florissants, eh bien, les paradis fiscaux, rappelez-vous la définition qui est donnée par l'OCDE, par l'Union européenne ou toute autre institution, ce sont des place financière. Alors, il y a des définitions extrêmement restrictives, mais ce qu'il faut retenir, c'est une place financière où il y a une très grande opacité, où grosso modo, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne se voit pas. Eh bien, quand vous avez ce type de place financière, grâce et entretenue par une optimisation fiscale tout à fait légale, eh bien, vous avez aussi de la criminalité financière et de la criminalité organisée. Alors justement, on va évoquer les façons de lutter contre ces paradis fiscaux, cette finance criminelle. On se retrouve juste après ce sujet d'Olivier Colère. Juillet 2021, la Commission européenne déclare la guerre au blanchiment d'argent en unifiant une justice morcelée avec 27 systèmes différents et après l'énorme scandale qui éclate en 2015 avec le blanchiment de 200 milliards d'euros par la Danske Bank via sa filiale en Estonie. Avec l'inquiétude très vive que suscite dans toute l'Union européenne le crime de blanchiment d'argent et les nombreux délits qu'il permet, je crois qu'il y aura tant au Parlement que dans les États membres une grande volonté de mener à bien cette tâche. Une croisade contre le blanchiment d'argent, mais aussi contre l'évasion fiscale, avec un allié de taille, Joe Biden, le président américain, qui veut en finir avec les paradis fiscaux. Les grandes entreprises et les super riches doivent commencer à payer leur juste part d'impôts. Il est grand temps. Je ne cherche pas à punir qui que ce soit, je suis un capitaliste. Si vous pouvez gagner 1 million ou 1 milliard de dollars, c'est génial, que Dieu vous bénisse. Tout ce que je demande, c'est que vous payiez votre juste part. Les paradis fiscaux dans le collimateur des ministres des Finances du G7 qui, en juin dernier, dessine les grandes lignes d'une révolution fiscale mondiale. Cela fait 4 ans que nous nous battons dans toutes les enceintes européennes, internationales, ici au G7 ou au G20, pour qu'il y ait une juste taxation des gens du digital et pour qu'il y ait une taxation minimum à l'impôt sur les sociétés. Nous y sommes. La crise financière de 2008 avait agité la planète et fait ressurgir le spectre du crash historique de 1929 et avait été le prélude à de grandes déclarations, plus de transparence fiscale, fin du secret bancaire, échange automatique d'informations. Mais pour beaucoup, ces réformes ne vont pas assez loin. C'est tout le système actuel de l'impôt sur les sociétés qui est à jeter à la poubelle. Toutes ces règles ne fonctionnent plus. Des négociations sont en cours pour actualiser le système d'imposition des sociétés, mais malheureusement, les gouvernements ne sont pas assez ambitieux. Nous avons besoin d'une réforme complète car ces règles sont clairement dépassées. Les multinationales vont devoir passer à la caisse et payer au minimum 15% d'impôts dans les pays où elles réalisent des bénéfices. Elles ne pourront plus délocaliser leurs profits dans des paradis fiscaux. La refonte radicale du système fiscal international est en marche, une avancée historique qui reste encore à concrétiser. Alors, l'Union européenne vient de créer une agence anti-blanchiment. Est-ce que l'Union européenne et l'OCDE, finalement, en font assez contre les paradis fiscaux ? Alors, il y a un certain paradoxe, en fait, dans la volonté politique des grands pays, des pays les plus riches, à lutter contre ces activités, contre ces paradis fiscaux. Il y a d'un côté une opinion publique qui pousse
à ce qu'on lutte contre ça. Mais de l'autre côté, c'est aussi des sas de décompression pour les intérêts financiers. Et donc, il y a une pression énorme des grandes entreprises, des banques, des marchés financiers pour limiter la lutte contre tout ça. Alors, il y a des initiatives qui sont prises. On pense à l'OCDE, à l'initiative sur la taxation. Mais vous voyez, c'est intéressant. Ça a commencé après la crise de 2008. On a abouti à un accord très récemment qu'il va falloir maintenant mettre en œuvre. Donc ça prend des années. Quant à l'Union européenne, son hypocrisie ou son manque de volonté politique est quand même assez flagrant. Certes, il y a cette agence anti-blanchiment, certes, il y a le parquet européen financier qui a été créé il y a quelques années, en fait très récemment d'ailleurs, il y a quelques mois, mais à côté de ça, vous avez une Union européenne qui se refuse d'identifier sur le territoire de l'Union européenne certains pays membres comme des paradis fiscaux. Donc vous vous rendez compte que tout ça reste quand même très compliqué parce qu'il faut arbitrer entre, encore une fois, des exigences d'un côté d'une société civile et des intérêts économiques et financiers de l'autre. Alors justement, vous rappeliez 2008, on se rappelle aussi de cette fameuse phrase de Nicolas Sarkozy au G20 en 2009, annonçant la fin des paradis fiscaux, du secret bancaire. On en est quand même encore loin. Alors, objectivement, on y est arrivé. L'OCDE, en 2008-2009, je crois que c'était avril 2009, dresse une liste d'une trentaine de paradis fiscaux. Quelques mois plus tard, des accords ont été passés, un début de transparence a été initié par un certain nombre de ces places financières et on les a rayés de la liste. Donc au fond, on pourrait se dire formidable, quelle efficacité. Dans la réalité, vous vous rendez bien compte que les flux qui transitent par ces paradis fiscaux sont toujours plus importants et donc on n'a rien réglé du tout, que tout ça a été réglé sur le papier. Tout ça a été réglé d'ailleurs par la définition qui a été donnée de ces paradis fiscaux. C'est-à-dire à partir du moment où vous commencez à donner quelques informations sur votre mode de fonctionnement, à lever une partie du secret bancaire, on considère que vous êtes coopératif, donc vous n'êtes plus un paradis fiscal. La Suisse, elle se situe où maintenant ? Bon, elle a abandonné le secret bancaire, elle a fait des efforts. Est-ce qu'elle fait encore partie de ces juridictions quand même un petit peu douteuses ? Alors, la situation de la Suisse ou du Luxembourg est un petit peu particulière parce qu'effectivement, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Luxembourg ou en Suisse, alors on n'est pas encore tout à fait sorti de cette logique de paradis fiscaux, mais d'énormes progrès ont été faits. Mais en fait, vous vous rendez compte que pour pallier à ces efforts qui ont été faits par ces deux places financières, et la Suisse en particulier, vous avez des liens qui se sont créés avec d'autres paradis fiscaux sur lesquels on est moins regardant, on demande moins de choses et on a moins d'exigences. Et donc, en fait, ça a été une sorte de délocalisation du paradis, mais en réalité, les flux continuent à transiter par des banques suisses. Alors, ce qui est important, on parlait de la lutte, effectivement, menée par l'Union européenne, l'OCDE, mais c'est surtout le travail des journalistes, des consortiums de journalistes qui ont permis de sortir d'énormes affaires, comme les Panama Papers. C'est ça qui a fait prendre conscience un petit peu à l'opinion publique de l'énormité de ce que représentait l'argent sale, la finance criminelle ? Oui, tout à fait. Et je crois encore que la conscience n'est pas tout à fait prise. Parce que s'il y avait vraiment une prise de conscience dans la durée, on aurait probablement déjà une taxation mondiale des grandes multinationales, on aurait déjà probablement éradiqué les paradis fiscaux. On commence à y venir. Biden veut les taxer à 15%. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant dans l'initiative qui a été prise par Biden, c'est la consolidation. C'est-à-dire si c'est pas juste les États-Unis qui vont taxer les entreprises, si les entreprises ne sont pas taxées ailleurs dans le monde, n'importe quel pays pourra aller taxer ces entreprises à hauteur de 15%. Donc effectivement, les choses bougent. Alors pour l'instant, la question de la fiscalité des grandes multinationales, ça reste un accord, c'est sur le papier. Il faudra voir comment ça se met en œuvre et quelles en sont les conséquences. Ce qui est certain, et c'est un petit peu le paradoxe de tout ça, c'est que ce soit le blanchiment, que ce soit la corruption, que ce soit les paradis fiscaux, plus vous avez l'impression que plus vous luttez, et plus les acteurs de ce système criminel deviennent de plus en plus malins et arrivent à contourner les obstacles. Et c'est parfois décourageant. Sur la corruption, ça fait depuis les années 70 que les pays luttent de manière relativement déterminée, l'OCDE en tête, et pourtant ça existe toujours. Par contre, c'est vrai que d'année en année, on s'aperçoit que la conscience et les opinions publiques prennent conscience de plus en plus de ces phénomènes. Eh bien, merci Sylvie Matelli. C'était un plaisir de vous accueillir ici, chez vous à Nantes. Et on suivra évidemment les conférences de ces géopolitiques de Nantes sur le site de l'IRIS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On vient de l'évoquer avec notre invité, la finance criminelle trouve toujours de nouveaux moyens pour contourner les obstacles. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin sont accusées de faciliter des transactions anonymes et donc de permettre toutes sortes d'opérations frauduleuses. On fait le point avec Mélanie Ohaillon. La décision a rapidement soulevé une opposition tenace. Début septembre, le Salvador devenait le premier pays au monde à adopter le Bitcoin, la plus célèbre monnaie virtuelle, comme monnaie officielle aux côtés du dollar américain. Le Salvador est le cobaye. Nous sommes une expérience monétaire qui va toucher les plus pauvres et les moins protégés de notre peuple. C'est une monnaie qui est utilisée pour le blanchiment d'argent. La méfiance face aux crypto-monnaies a déjà poussé une quinzaine de pays à restreindre, voire totalement interdire leur utilisation. Bolivie, Canada, Maroc, Nigeria, Turquie, Chine, tous invoquent des craintes similaires. Déstabilisation monétaire, absence de régulation, danger pour les épargnants ou bien trop gourmands en énergie. Les États redoutent aussi le développement de tous les trafics, armes, drogues, financement du terrorisme, fraude ou blanchiment d'argent. Alors les monnaies virtuelles sont-elles vraiment ce nouvel Eldorado pour les criminels ? Au départ, les criminels ils pensaient que le Bitcoin et Ethereum étaient justement très adaptés pour faire des transactions anonymes. Or, ce qu'il y a dans la blockchain en elle-même, la technologie, c'est que c'est public, donc c'est une base de données publique qui va tracer toutes les transactions. Alors, on n'a pas forcément le nom de la personne, mais on a un identifiant. Donc en fait, pour un État, il est très facile de tracer justement toutes les transactions qu'il y a eu. Et finalement, ils s'en sont rendus compte, les criminels, que ce n'était pas anonyme, c'est pseudonyme. Alors que le marché des crypto-monnaies explose, la part des transactions illicites atteignait l'an dernier 10 milliards de dollars, selon Chainalysis, une entreprise spécialisée dans l'analyse de la blockchain. En volume, ce sont les escroqueries et les achats sur le dark web, comme les armes ou la drogue, qui génèrent le plus. 10 milliards au total, c'est beaucoup d'argent, mais cela représente à peine 0,3% de l'ensemble des échanges en crypto-monnaie. L'Union européenne est pourtant bien décidée à réguler davantage le secteur. Dans son tout nouvel arsenal de lutte contre le blanchiment d'argent, elle entend mettre un terme à l'anonymat des transactions. La Suisse, encore souvent pointée du doigt, malgré la fin du secret bancaire, traîne une réputation de paradis fiscal héritée des années 70 et 80, où les valises de billets transitaient sans vergogne. C'est notre séquence ce jour-là. Troisième place financière du monde, la Suisse attire les blanchisseurs en raison de la qualité et de la sécurité de son service bancaire. Dans le milieu des trafiquants, il est connu qu'en Suisse, un blanchisseur ne risque pas grand-chose s'il prend un minimum de précautions. En Suisse, l'entrée et la sortie d'argent est absolument libre, comme va nous le confirmer le chef de la douane de Cointrin, à qui nous avons demandé ce qui pouvait se passer lorsqu'un douanier découvre une valise pleine de dollars. En principe, rien. Nous le constatons. Comme vous savez, il n'y a aucune prescription qui interdit l'importation et l'exportation d'argent en Suisse, que ce soit l'argent monnayé ou l'argent en billets de banque. Mais le fait de passer comme ça de grosses sommes d'argent en billets dans une valise... C'est courant. C'est absolument courant. On peut dire que tous les jours, des douaniers découvrent des valises pleines d'argent. Attention, ne découvrent pas. Parce que la plupart de ces cas, on n'a pas besoin de les découvrir parce qu'on vient de nous les déclarer. C'est plus risqué de passer 2 bouteilles de whisky qu'1 million de dollars. Disons, risque, si vous pensez à la punition qu'il peut y avoir si vous ne les déclarez pas. Oui, d'accord. Vous pouvez poursuivre votre réflexion avec le livre de notre invité, Argent sale, à qui profite le crime aux éditions Erol. Sylvie Matelli vient également de publier chez le même éditeur Géopolitique de l'économie, 40 fiches illustrées pour mieux comprendre les enjeux de la mondialisation. Nos amis d'Histoire vivante ont consacré plusieurs émissions au trafic de drogue. Jusqu'au début du XXe siècle, tous les produits étaient en circulation légale dans tous les pays. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante.
Et pour un état des lieux détaillé de la justice fiscale, le rapport 2020 de Tax Justice Network. C'est toujours un plaisir de vous proposer une émission préparée avec toute l'équipe de Géopolitis. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur l'état désastreux du climat avant la COP26 de Glasgow. Portez-vous bien.